Bienvenue à tous. C'est l'un des projets phares de l'agenda 2063 de l'Union africaine, la zone de libre-échange continentale en Afrique. L'accord sur la ZLECAf est entré en vigueur il y a 2 ans, mais où en sommes-nous aujourd'hui dans sa mise en œuvre? Pas de grande avancée et pour cause, de nombreux défis à relever. Nous en parlons sur ce plateau avec Lambert Nayanté. Vous êtes promoteur et producteur agricole, directeur général de Calafisarl. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci à New de m'avoir invité sur ce plateau. Alors, Monsieur Nayanté, en mars 2018, les chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine adopté l'accord établissant la zone de libre-échange continentale en Afrique. À quel idéal répond-il? Vous savez, l'Afrique regorge beaucoup d'opportunités. La ZLECAf, qui d'abord a été lancée en 2014 lors de la conférence de Malabo et en 2018 entérinée par les chefs d'État. D'ailleurs, je vous informe que cette année, c'est l'année de la ZLECAf. Donc, elle répond à l'idéal de pouvoir nourrir un continent, de pouvoir saisir les opportunités qui s'offrent à tout un continent et pouvoir faire des échanges en développant des synergies économiques et pour pouvoir satisfaire les besoins du continent africain. Moi, je pense que c'est l'idéal vraiment. Et 2 ans après l'entrée en vigueur de cet accord, quel regard portez-vous sur sa mise en œuvre? La ZLECAf, les 2 ans passés, on peut les appeler une phase de transition. Nous sommes toujours dans la phase de transition. Cette phase de transition qui ont permis à certains États déjà de commencer par trader, par faire le commerce entre eux. Et cette phase de transition a permis aussi à la FAO d'étudier ensemble et de mettre en œuvre le guide de la ZLECAf. Et au moins à peu près 5000 produits ont été choisis qui vont permettre à l'Afrique de se suffire. Voilà. Donc les 5000 produits qui vont être commercialisés et dont la libération des droits de douane et taxes est le principal motif pour les permettre de circuler de frontière à frontière. Voilà. Et justement, la ZLECAf est intervenue dans un contexte où l'Afrique peine encore à gagner véritablement le pari de l'intégration pleine et entière. Alors, les obstacles à la libre circulation des personnes et des biens peuvent-ils entraver l'effectivité de cette ZLECAf dont on parle? Effectivement, moi j'ai l'habitude de le dire, pour pouvoir commercialiser, il faut que les opérateurs économiques, les hommes d'affaires se rencontrent. Qu'ils puissent dealer, qu'ils puissent signer des contrats. Et circuler librement. Circuler librement. Je pense que c'est-à-dire la libre circulation des personnes et des biens, surtout des personnes, à l'exemple de la CEDEAO, peut aider la ZLECAf à pouvoir avancer. Parce que avant que les marchandises ne quittent d'un point A à un point B, il faut quand même qu'il y ait les négociants. Et quand vous êtes empêché de prendre des visas, de prendre un visa avant d'aller, récemment je devais aller au Cameroun, j'ai passé 3 jours avant d'avoir un visa. Donc vous voyez, ça empêche que les hommes d'affaires puissent, s'ils n'arrivent pas à se déplacer à leur libre cours, le business ne peut pas fonctionner. Donc c'est l'un des points essentiels sur lesquels les dirigeants doivent s'atteler à faire libéraliser la circulation des personnes. Voilà, et justement, la ZLECAf est une initiative, comme on l'a dit, de l'Union africaine. Quel est le prix à payer pour passer d'une Union africaine des États à une véritable Union africaine des peuples? Le prix à payer aujourd'hui pour s'affranchir de ces étapes est d'abord la libéralisation des droits de douane et taxes sur tous ces produits fabriqués en Afrique, qui seront fabriqués en Afrique, qui seront produits en Afrique. D'abord, si nous n'avons pas cette libre circulation des droits de douane, afin d'empêcher que les produits importés viennent nous inonder, nous ne pouvons
pas réussir le pari de cette zone de libre-échange continentale. Il y a aussi, il faut mettre l'accent sur les accès des voies. Si nous n'avons pas des voies, des chemins de fer, pour pouvoir réaliser la logistique nécessaire. Les gens pensent que la logistique, c'est seulement avoir un camion. Non, c'est tout un ensemble, c'est toute une économie. Donc je pense sincèrement que le point essentiel est de lever ces droits de douane sur ces produits produits en Afrique et d'augmenter quand même leur productivité. Parce que vous ne pouvez pas commercialiser un produit que vous n'arrivez même pas à avoir les rendements nécessaires pour pouvoir les dealer. C'est pas faisable. Donc, il y a beaucoup d'atouts que l'Afrique doit saisir pour pouvoir évoluer dans cette zone de libre-échange continentale. Voilà. Alors, une zone de libre-échange pour commercialiser quels produits concrètement, alors que l'Afrique peine à transformer sur place ses matières premières? Je viens de vous dire qu'il y a 5000 produits agricoles qui ont été listés dans le guide élaboré par la FAO. La FAO. Donc, si nous voulons commercialiser, il faut surtout se baser sur les produits agricoles. Ce sont les produits qui créent le plus de la valeur ajoutée. Je vous rappelle que l'Afrique importe, malgré toutes ses productions, près de 80 milliards de dollars chaque année. Donc, ce qu'il faut commercialiser, ce sont les produits agricoles que nous devons produire abondamment. Vous voyez, quand vous voyez l'Asie, et l'Asie a pu multiplier les productions céréalières de plus de 6 fois. Mais l'Afrique tente toujours dans les 1,5, 2 fois sa production. Donc, ce que nous devons faire, c'est de renforcer la production agricole sur place pour pouvoir nourrir l'Afrique et pouvoir satisfaire les besoins. Car quand vous sillonnez les supermarchés, vous voyez même des jus de fruits qui viennent de l'Europe, d'ananas, des jus d'ananas qui viennent de l'Europe. Alors que nous produisons de l'ananas. Nous produisons de l'ananas ici pour créer de la valeur ajoutée et pour créer de l'emploi. Donc voilà ce que nous devons faire, commercialiser nos produits que nous pouvons produire à l'Afrique. Mais le maïs même, nous sommes obligés d'importer du maïs. Il y a des pays qui importent le maïs. Le Ghana à côté, le Nigeria, ces pays-là importent encore du maïs. Alors que le maïs, nous maîtrisons la productivité du maïs, même si les rendements ne sont pas au rendez-vous, on peut quand même produire sur une superficie que l'Afrique regorge de plus de 100 millions d'hectares aujourd'hui, qu'on peut mettre en valeur. Voilà en quelque sorte ce que nous devons commercialiser. Alors vous soulignez une réalité, c'est que nous importons beaucoup de produits manufacturés. Est-ce que ce n'est pas dû au fait que nous avons encore un faible niveau d'industrialisation? Effectivement, le faible niveau d'industrialisation plombe l'Afrique. Et je souligne que pour réussir, il faut qu'on mette en place des fonds dédiés à l'industrialisation de ces pays qui sont en manque, qui sont encore, disons, la lanterne rouge de l'industrialisation. Il faut que les PME, qu'on active le financement des PME et des PMI. Je vois souvent en Afrique que le système qui veut soutenir les PME pose certaines conditions qui ne sont pas respectables, par les PME, PMI. Je vous dis, des fois je prends l'exemple de l'Allemagne, parce que j'ai vécu là-bas. Que vous connaissez très bien. Je connais très bien. Ce sont les PME, les PMI qui ont plus de 20 millions d'emplois en Allemagne, qui attirent l'économie, qui font de l'économie. Le même système peut se faire en Afrique, mais je vois, nous insistons, nos bailleurs, quand ils veulent financer, ils demandent que les gens soient des sociétés par action. Ce n'est pas une société par action qui va développer l'économie de l'Afrique. Ce sont les conditionnalités posées dans leur modèle de financement fait aussi qu'il n'y a pas l'industrialisation. Parce que quand on demande à une petite PME de se transformer en action, attends, et si ça fonctionne déjà et que la société a besoin de financement juste pour pouvoir industrialiser le secteur, je ne pense pas pourquoi on va le demander. Donc, il faut des fonds destinés à industrialiser nos continents et les sociétés, les PME et PMI, qui vont leur permettre de créer la valeur ajoutée des produits que nous transformons, que nous produisons sur place. Aussi, il ne faut pas oublier la logistique. J'ai fait l'état des routes font que des fois, des zones tout entières ne sont pas accessibles.
Vous pouvez produire quelque part, mais le transformer, acheminer vers le point B pour le transformer, c'est tout un problème. Donc voilà le défi aussi que nous devons relever. Alors l'agriculture est un secteur qui focalise beaucoup d'attention sur le continent et pourtant elle est caractérisée par une production sur de petites surfaces. Peut-on tirer véritablement profit de cette zone de libre-échange sans passer à une agriculture extensive? Il y a le choix, chaque pays doit faire le choix de produire abondamment pour pouvoir satisfaire ce besoin de la zone. Quand on parle d'une zone, c'est très vaste. Donc, le continent africain a ce défi, et surtout nos pays. Je donne l'exemple du Togo, où les zones, pour pouvoir développer l'agriculture, l'État a initié le programme des ZAP. C'est très important. C'est des zones d'aménagement agricole planifiées. Ça résout plusieurs problèmes. D'abord, le problème foncier, parce que ces zones ont été sécurisées par l'État. Et là, il faut qu'on insiste les jeunes à venir occuper des places dans ces zones, dans chaque région, afin de produire abondamment. Parce que pour produire abondamment, il faut mécaniser. Il faut des semences améliorées. Il faut aussi, je dis, la production céréalière tangue. Et au-dessous de 5 hectares, en dessous de 5 hectares, aucune productivité industrielle n'est rentable. Juste si vous voulez nourrir votre famille, vous pouvez faire ce que vous voulez. Justement, si vous êtes défenseur d'une agriculture très mécanisée sur le continent. Assurer la sécurité alimentaire à la population africaine passe aussi par là. Assurer la sécurité alimentaire de la population qui, je vous dis, en 2050, serait de 2,5 milliards. Vous imaginez? Et c'est avec la houe et la daba que vous voulez les nourrir. Donc il faut mécaniser. La mécanisation réfléchie. Les aménagements commencent par une mécanisation réfléchie. Et l'introduction des semences améliorées. La formation, la création des agripreneurs. Parce qu'il faut des jeunes dynamiques pour pouvoir prendre le volet de la mécanisation agricole ou bien de la production agricole en Afrique. Nous nous concentrons sur les céréales. Je vous dis, la productivité, malgré tous les efforts, ne suit pas. Mais on a aussi des opportunités de faire les fruits, de produire des fruits et de faire aussi le maraîchage. La tomate et tout ça peuvent être les moyens les plus sûrs pour nourrir la population africaine. Donc moi, je pense toujours, et j'insiste sur la mécanisation poussée, réfléchie, la formation des jeunes surtout, qui vont manier ce matériel. Voilà ce que les autres l'ont fait. Laisse-moi te donner une petite histoire. J'étais à la foire de l'alimentation à Paris. C'est la foire de la mécanisation, le ciment. Et j'ai rencontré un patron de la banque, le Crédit Agricole. Il me dit, je dis, mais comment vous faites pour financer l'agriculture dans la zone? Parce que chez nous, toutes les banques te disent que l'agriculture comporte des risques financiers. Il me dit, non, l'Union européenne est la zone la plus intégrée. 405 milliards de dollars chaque année sur l'agriculture. Pour le financement de l'agriculture, l'argent qu'ils dépensent. Il me dit qu'ils reçoivent chaque jour 400 demandes de financement de matériel agricole, tout confondu. Alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui arrive à réussir sur ce continent et qui ne peut pas l'être en Afrique? Oui, mais la formation et le financement doivent être au chevet de l'agriculture. C'est ça, c'est obligé. C'est la raison pour laquelle je dis la mise en place d'un fonds pour le développement de l'agriculture, pour le soutien des PME et PMI qui sont destinés, tournés vers l'agriculture, qui utilisent les nouvelles technologies. Parce qu'aujourd'hui, vous pouvez dans votre bureau mesurer combien d'hectares votre champ a fait. Vous n'allez pas me raconter des histoires. Je peux aujourd'hui savoir ce que mon tracteur a fait sur le champ. Donc, ils mettent la technologie à la place, à la disposition de l'agriculture pour pouvoir réussir le pari de la production industrielle intensive. Voilà ce que moi je pense qu'il faut faire. Alors, quel est votre appel à lancer sur ce plateau avant qu'on ne se sépare, très rapidement?
Cette zone de libre-échange continentale doit nous permettre d'articuler des modèles de réussite économique, d'industrialiser nos continents. Sinon, le Nord et le Sud, je parle de l'Afrique du Nord et l'Afrique du Sud, qui ont plus d'industrialisation, risquent de noyer les autres petits pays qui n'arrivent pas à suivre le rythme de l'industrialisation. Et prends l'exemple sur l'ALENA, la zone de libre-échange continental américain qui entre les États-Unis, le Mexique et le Canada. Donc je pense sincèrement qu'on doit réussir, on doit ensemble pousser à la réussite de cette zone de libre-échange continentale pour créer plus d'emplois en Afrique. C'est l'appel de Lambert Nayanté, directeur général de Calafisarl, producteur et promoteur agricole. Merci d'être passé sur ce plateau. Merci. Merci à vous qui êtes restés en notre compagnie. À très vite pour un autre numéro de votre émission Focus.